Bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, je commence par me présenter. Donc, je suis Claire Lurin, directrice de recherche INRAE, l'Institut national pour la recherche agronomique, alimentation et environnement. Et je suis depuis quelques mois déléguée déontologie, intégrité scientifique et éthique. Et donc, c'est dans ce cadre que Margot m'avait invitée pour la journée d'aujourd'hui et que j'avais répondu présente en étant particulièrement intéressée par ces sujets. Sujet de l'engagement scientifique qui est extrêmement important et discuté à INRAE, où les chercheurs se posent des questions d'engagement, en particulier face à l'urgence climatique et environnementale. Et donc, sujet au cœur de la délégation, comme on va le voir aujourd'hui, par cette table ronde, pour lequel les valeurs de déontologie, d'intégrité scientifique et d'éthique s'affrontent parfois. On n'a pas beaucoup parlé, le terme intégrité scientifique n'a pas été abordé ce matin, même si on a parlé de rigueur et d'honnêteté, donc les deux piliers de l'intégrité scientifique. Et donc, je pense que dans cette table ronde, peut-être on va un petit peu plus en parler. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps et je vais passer la parole à Margot Néni Martinez, qui est chargée d'éthique du pôle recherche, faculté Société Humanité, ici à l'université Paris-Cité. Et donc, elle va aborder la question de l'éthique pour une recherche engagée en menant une réflexion comparée entre France, Norvège et Canada. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Ça marche? Oui, super, pardon. Merci beaucoup Claire pour cette introduction. Donc bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux à cet événement qu'on a organisé du coup avec mon équipe et l'Atrium Humanité et Sciences Sociales, donc Valérie et Flore. On est très heureux de vous accueillir ici. Et donc, comme disait Claire, je vais vous parler aujourd'hui d'éthique et plus spécifiquement de la question de quelle éthique pour une recherche engagée. Donc tout d'abord, une petite définition. Donc qu'est-ce que c'est l'éthique? Donc l'éthique, c'est... on vise justement à... Pardon, parce que j'ai plus ma définition sous les yeux, mais je vous la retrouve tout de suite parce qu'elle est super. J'ai l'habitude de dire qu'il y a autant de définitions de l'éthique que de philosophes. Tout à fait. Donc voilà. Tout à fait. Donc moi j'ai choisi une définition parmi tant d'autres. Je meuble un peu le temps que tu retrouves ta définition. Merci beaucoup, c'est très gentil Claire. Donc l'éthique peut se définir comme l'étude des normes qui prescrivent ce qu'il est bien ou mal de faire, ce que l'on doit faire ou ce qu'il faut faire. Et du coup, aujourd'hui, en parlant d'une recherche d'engagement, comment en fait l'éthique peut nous éclairer sur ces questions? Donc, au cours de ces dernières années, on a pu observer que les libertés académiques étaient en déclin en Europe. Et par ailleurs, je voulais vous présenter un super index des libertés académiques. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop, pardon. Hop. Alors, je suis très préparée, comme vous pouvez le constater. Voilà, du coup, c'est des chercheurs de différents pays qui ont créé un index. Alors, attendez, parce que je dois partager également sur Zoom. Voilà, les joies du direct. Voilà, super. Du coup, c'est une map monde en fait, qui a été faite par des chercheurs dans lequel on répertorie en fait, toutes les libertés académiques. Et en fait, elles sont divisées elles ont été basées sur plusieurs types différents, donc notamment les libertés académiques, mais également l'intégrité dans les campus, et également l'implication politique dans les universités. Et en fait, ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'en fait, on peut voir l'évolution au fil des années dans chaque pays. Et bon, évidemment, la France, elle est très bien notée. Enfin, les libertés académiques sont quand même assez préservées. Mais ce qui est intéressant dans cette map monde, c'est de voir que le seul, en fait, endroit où ça a un peu descendu, c'est sur la question de l'autonomie institutionnelle. Du coup, comme vous voyez, c'est en descente.
Et du coup, c'est intéressant, enfin bref, de juste voir que parfois, en fait, les politiques qui sont sur l'université peuvent en fait impacter indirectement les libertés académiques. Donc voilà, c'était tout, mais je vous enverrai le lien de ce MapMonde qui est assez chouette. Donc voilà, j'arrête le partage. Et je continue. Donc on peut observer que les libertés académiques sont en déclin et on a constaté de plus en plus de tentatives de contrôle de la parole académique. Et du coup, aujourd'hui, en fait, ce qui pose vraiment la question du rôle des chercheurs et chercheuses aujourd'hui. Est-ce que les chercheurs et chercheuses doivent s'engager? Ont-ils un devoir moral de le faire? Donc, pour tenter de répondre à ces questions, je vais essayer de vous introduire un peu les réflexions éthiques en cours en France et également, pour avoir un peu une version comparative, en Norvège et au Québec, parce qu'ils sont des modèles assez différents des nôtres et du coup, c'est assez intéressant de les comparer. Et du coup, voilà, quelques éléments de contexte. L'engagement des chercheurs et des chercheuses, c'est pas un phénomène récent, c'est quelque chose qui dure depuis assez longtemps, mais ces formes aujourd'hui ont évolué en fait, notamment avec l'usage croissant des réseaux sociaux, dans lesquels en fait finalement l'expression publique des chercheurs a évolué dans sa forme, mais ce qui a aussi créé des nouvelles atteintes aux libertés académiques, donc notamment du cyberharcèlement, du phénomène de backlash. Et du coup, ça soulève une question aussi qui est essentielle aujourd'hui de comment faire pour faire face à ces violences et protéger nos chercheurs et chercheuses lorsqu'ils subissent des intimidations qui sont à un niveau différent. Et voilà. Et donc, il y a aussi, on a pu observer ces dernières années la nouvelle émergence de nouveaux collectifs de recherche très engagés, notamment pour les questions climatiques, face à l'inaction sociale de nos gouvernements. Et donc, pour en citer quelques-uns, il y a notamment les labos 1.5, Scientifiques en rébellion, et les ateliers d'écologie politique, qui en fait ont créé aussi une nouvelle façon de s'engager aujourd'hui, et qui font rebasculer un peu le rôle traditionnel, en tout cas, du chercheur ou chercheuse qui doit être neutre face à ses positionnements dans la société. Et donc, ça nous amène à réfléchir à un éventuel changement de paradigme et de penser, finalement, quelle est la responsabilité des chercheurs et chercheuses face aux enjeux de la société? Ont-ils une obligation morale de s'engager? Et jusqu'où cet engagement doit-il aller? Est-ce que les institutions doivent protéger leurs chercheurs? Doivent-elles encourager les chercheurs à s'engager également? Donc, face à ces nouveaux enjeux, le Collège de déontologie du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a publié un avis en mars 2024 sur l'expression publique des chercheurs, dans lequel il affirme le rôle primordial de la liberté d'expression des chercheurs et de leurs libertés académiques et leur contribution dans le débat public. Mais invite aussi les institutions et les organismes de recherche à réfléchir à ces questions et à se doter de chartes de déontologie et d'éthique, et du coup de s'auto-saisir de ces questions. Et en fait, en parallèle, il y a plusieurs organismes de recherche qui ont réfléchi à ces questions, dont notamment le comité d'éthique du CNRS, donc le COMETS, mais également le comité d'éthique en commun du coup de l'INRAE, IFREMER, IRD et CIRAD, si je ne me trompe pas, qui a publié également un avis sur ces questions. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien me pencher sur l'avis en fait, du COMETS, du coup, qui s'appelle « Entre liberté et responsabilité, l'engagement public des chercheurs et des chercheuses ». Et en fait, dans cet avis, il se penche vraiment sur la question des libertés académiques et de l'engagement des chercheurs. Et en fait, il propose du coup que pour soutenir l'engagement des chercheurs, il faut tout d'abord définir en fait des principes éthiques, des principes d'intégrité scientifique et de déontologie. Et donc, en fait, axe un peu leur avis sur l'importance des principes éthiques avant tout. Et il faut aussi une différence entre l'engagement et le militantisme. Du coup, je vais vous lire la définition qu'il donne de l'engagement, qui va un peu nous accompagner du coup pendant cette journée. Donc, l'engagement est entendu par le COMETS comme toute intervention publique d'un chercheur ou d'une chercheuse dont l'autorité est liée à sa position dans le champ scientifique et dont le contenu présente un aspect normatif, c'est-à-dire une prise de position évaluative ou prescriptive sur des enjeux moraux, politiques ou sociaux. Donc,
Voilà. Et ils définissent également dans cet avis la liberté et la responsabilité dans l'engagement scientifique. C'est-à-dire que pour s'engager en tant que chercheur, ils vont recommander évidemment de passer par... Enfin, ils parlent du critère de responsabilité dans la recherche. Donc, de se positionner en tant qu'expert de son propre domaine et de se présenter comme tel et pas aller, par exemple, comme disait ce matin en introduction M. Gémen, dans les médias en ne disant pas de quelle spécificité scientifique on appartient. Voilà. Et, alors excusez-moi, je relis mes notes. Voilà. Et également, ils insistent sur le fait que chaque chercheur et chercheuse est libre de s'engager et que ça doit reposer sur sa propre... de choisir de s'engager. L'institution ne doit pas définir si les chercheurs doivent s'engager ou pas dans la société. Mais cette liberté s'accompagne de la responsabilité de ne pas compromettre leur indépendance scientifique et de respecter les règles déontologiques. Il y a aussi dans cet avis, du coup, la question de qu'est-ce qui se passe dans le cas où des chercheurs s'engagent et en fait font face à une attaque sur leur liberté académique et quel est le rôle des institutions dans ce cas-là. Est-ce que pour le CNRS, pour le COMETS, les institutions ont un rôle crucial pour garantir la liberté d'expression des chercheurs et des chercheuses. Et il faut que tout soit mis en place dans nos institutions de recherche pour que les chercheurs puissent exprimer leurs opinions et s'engager sans crainte de représailles ou d'entraves dans leur carrière. Et en cas d'attaque, comme le harcèlement ou la diffamation, il est recommandé que les institutions mettent en place une protection fonctionnelle de leurs membres. Voilà. Qui n'est pas, pour le moment, le cas. Voilà. Et également, il faudrait que les institutions donnent un accompagnement aux chercheurs et aux chercheuses à travers notamment la rédaction de chartes d'éthique et de guides pratiques, également de formation pour clarifier leur rôle, notamment quand ils s'expriment dans les médias. Voilà. Et donc, ils appellent finalement en conclusion à une réflexion institutionnelle dans laquelle il faut mettre en œuvre, voilà, comme je disais, des normes concrètes éthique. Voilà. Même si c'est vrai qu'il existe déjà de nombreuses chartes d'éthique et de déontologie, mais qui restent assez peu claires et qui n'indiquent pas dans une situation donnée d'atteinte aux libertés académiques qu'est-ce qu'il faut faire en fait en pratique et quel est l'accompagnement qui est mis en place. Du coup, ils appellent finalement à cette mise en place. Du coup, pour donner un point de vue un peu comparatif, donc en France, on se situe plutôt encore, on va dire, dans les prémices de la réflexion éthique, encore dans un moment où on demande finalement d'écrire des chartes et des guides et donner un accompagnement, mais dans d'autres pays, donc, comme par exemple la Norvège, et après je vous montrerai le Québec, il y a eu une différente position qui a été de plutôt passer sur un aspect législatif, c'est-à-dire de dépasser les normes éthiques pour proposer en fait des réformes législatives, parce que pour le moment, il n'existe pas de droit à la protection à la liberté académique, mais c'est basé sur la liberté d'expression. Donc c'est pas tout à fait pareil. Et donc en fait, en 2022 et en 2023, en Norvège, il y a eu plusieurs scandales avec des universités, dans lesquels notamment un doyen d'une université, je crois que c'était l'université d'Oslo, a en fait a été accusé de censurer ses chercheurs. Et donc, ça a créé un vrai débat dans la société dans lequel il y a eu un peu le monde académique vis-à-vis de la société. Et la question des libertés académiques a été vivement questionnée. Et donc, le Comité national d'éthique de la recherche a été saisi sur cette question. Et dans leurs recommandations, ils ont proposé de changer la Constitution et de mettre un amendement sur la protection de la liberté académique. Ce n'est pas le cas pour le moment et ça suscite beaucoup de discussions dans le milieu universitaire parce que est-ce que ça doit être le système juridique qui doit poser les termes, entre guillemets, sur la question des libertés académiques et de leur protection, ou bien est-ce que ça doit être le monde académique ou bien le monde politique. Du coup, c'est encore, on va dire, en question, mais c'est intéressant de voir que ça a dépassé les universités pour poser une question qui est juridique. Et finalement, le Québec, eux, ils ont
carrément adopté une loi sur les libertés académiques dans le milieu universitaire en 2022, qui est rentrée en application en 2023. Et en fait, ce qui fait que toutes les universités au Québec doivent se munir d'une politique sur les libertés académiques, doivent nommer un comité dans lequel ils reçoivent toutes les demandes liées aux atteintes aux libertés académiques. Et ils ont même, du coup, il y a une définition dans la loi qui est la liberté académique comme le droit de toute personne d'exercer librement et sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale une activité par laquelle elle contribue à l'accomplissement de la mission d'un tel établissement d'enseignement. Donc voilà, donc en plus de la politique et de leur comité. Donc là, c'était vraiment une décision gouvernementale qui a régi finalement et transformé en fait l'application dans les universités. Donc ces trois dispositifs finalement nous questionnent pour savoir est-ce que une approche éthique concernant la liberté académique est-elle suffisante ou c'est juste la première étape avant de passer à une décision qui serait plutôt juridique. Et l'important, en tout cas, c'est que aujourd'hui, pour le moment, en tout cas en France, on est quand même en train de commencer une réflexion au sein de nos institutions sur ces questions et de mettre en premier lieu l'éthique de la recherche. Donc c'est déjà un premier pas, mais c'est vrai que ça pose la question de la limite de l'éthique vis-à-vis du droit. Et de savoir qui est légitime de s'emparer de ces questions. Est-ce que c'est le monde académique, le monde, la société civile, le politique? Donc, l'éthique, pour conclure, l'éthique permet d'apporter un éclairage sur la question de l'engagement des chercheurs et des chercheuses. Mais il est important aussi de rappeler que la responsabilité épistémique ne devrait pas concerner que les seuls scientifiques, mais elle doit être collective et partagée aussi par la société. Et pour finir, j'aimerais juste ajouter que pour le moment, à l'Université Paris-Cité, on n'a pas encore de charte ni de dispositif sur les libertés académiques, qu'on n'est pas encore en mesure d'accompagner nos chercheurs et nos chercheuses sur ces questions. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce colloque est la preuve qu'on est en train de faire les prémices d'une réflexion sur ces questions. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Margot. Donc l'idée c'est de passer que les quatre intervenants parlent les uns après les autres et puis ensuite on ouvrira la discussion. Donc je vais donner la parole maintenant à Anne Tida Norodom qui est professeure de droit public à l'Université Paris-Cité et qui est également référente déontologue de la faculté Société et Humanité. Merci beaucoup Claire pour cette introduction. Alors je vais commencer par balayer devant ma propre maison pour rappeler qu'en 2013, des professeurs de droit avaient pris des positions tout à fait discutables au regard de la déontologie contre la loi qui promouvait un mariage pour tous. On pense souvent, quand on parle de la prise de parole publique des chercheurs aussi, aux déclarations un peu rocambolesques de certains médecins en 2020 dans les médias pendant la crise du Covid. Enfin, autant d'exemples qui interpellent évidemment sur cette question. Alors la question c'est, sous couvert d'indépendance et de liberté académique, est-ce que l'enseignant-chercheur, le chercheur peut tout dire quand il s'exprime publiquement? Alors le sujet mérite évidemment un colloque, ça a déjà été fait, on est aujourd'hui en train d'en parler. Je vais profiter du fait que je sois juriste pour aussi rappeler le cadre juridique dans lequel on peut s'exprimer. Alors juste pour rappel, le Code de la recherche va à la fois dire que la recherche publique a une mission de diffusion des connaissances scientifiques et de contribution à l'amélioration du débat public sur la science, mais aussi que l'une des missions fondamentales des personnels de la recherche, donc la recherche publique et les personnels de la recherche, donc une de nos missions, c'est l'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de sciences ouvertes, la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes. Donc nous avons, à titre d'institution et à titre personnel, une responsabilité de diffusion de la recherche. Ce qui justifie pleinement le recours aux médias, aux réseaux sociaux, aux blogs, peu importe, à notre intervention pour partager les résultats de notre recherche à l'ensemble de la société.
l'expression publique fait partie des métiers de la recherche et elle reste soumise, à ce titre, aux principes déontologiques des métiers de la recherche, notamment de la Charte française de déontologie des métiers de la recherche qui a été adoptée en 2015 et qui rappelle que cette expression doit reposer sur un lien de confiance avec la société. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité de diffuser nos résultats, mais nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de la société qui nous fait confiance du fait de notre travail de chercheur. Margot a rappelé l'avis du Collège de déontologie et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il avait été précédé en 2023 par un autre avis, un avis du 17 février 2023, également sur l'expression publique. On peut rappeler quelques textes utiles. La recommandation de l'UNESCO de 1997. J'ai parlé de la Charte française de déontologie. Il y a la Charte de déontologie aussi au niveau européen, etc. Donc il y a beaucoup de textes qui parlent de cette question. Il y a un double enjeu, un double problème peut-être, le fait que nous avons certes une liberté académique, mais comme toute liberté, elle est encadrée. Et le deuxième problème, c'est que nous sommes chercheurs, mais nous sommes aussi citoyens. Donc c'est à chaque fois dans ces deux cadres, de ce double cadre, qu'il faudra distinguer l'expression personnelle, professionnelle, et les limites qui s'exercent vis-à-vis de cette liberté, à la fois quand on parle en tant que chercheur et en tant que citoyen. Alors le cadre, c'est l'article, en fait, le système français a consacré législativement la liberté académique, enfin les libertés académiques. C'est l'article L 952-2 du Code de l'éducation. Je vous invite à aller lire cette disposition, L 952-2 du Code de l'éducation, parce que c'est l'article qui a consacré par la LPR, la loi de programmation de la recherche, donc en 2020 seulement, dans un texte législatif, les libertés académiques. Donc, nous avons un fondement juridique qui n'est pas que éthique. Nous avons un fondement législatif à la consécration des libertés académiques. Alors, c'est une formulation qui est ambiguë parce qu'elle parle des libertés académiques et non pas de la liberté académique qui s'exerce conformément, dit l'article, conformément au principe à caractère constitutionnel, lui, d'indépendance des enseignants-chercheurs. Donc, il faut articuler ces libertés académiques avec le principe constitutionnellement consacré d'indépendance des enseignants-chercheurs. Avant 2020, nous avions déjà consacré les libertés, on parlait plutôt de libertés universitaires. Donc ça ne veut pas dire qu'on a attendu 2020 pour protéger ces libertés universitaires. Le concept de liberté académique, il vient du système allemand, qui lui, dans la loi fondamentale allemande, à son article 5, sous le titre de la liberté d'opinion et d'expression, consacre textuellement en fait la Wissenschaftsfreiheit, qui a son équivalent dans le système anglo-saxon de academic freedom et qui revient dans le système français dans les libertés académiques. Donc vous voyez qu'on évolue aussi dans la terminologie utilisée. Le contenu de cette liberté académique, il est double. D'abord une dimension individuelle. Nous avons la pleine indépendance, ce que dit l'article, hein, c'est la pleine indépendance et la liberté d'expression dans l'exercice des fonctions d'enseignement et de recherche. Et il y a une dimension collective dont je ne parlerai pas, qui est l'autonomie des universités. Comment définir le champ d'application de cette liberté académique ou de ces libertés académiques par rapport à sa finalité ? Pourquoi on consacre les libertés académiques ? C'est pour permettre aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, d'exercer correctement leur métier. Olivier Beau, qui est un de nos collègues professeurs de droit public, qui a beaucoup écrit sur ce sujet, dit voilà, nous avons des libertés académiques pour servir la poursuite de la vérité, c'est-à-dire sans aucune contrainte, sans aucune entrave. Donc la liberté académique, elle fixe, on peut fixer les limites du champ d'application de cette liberté académique au regard de son objectif, qui est de servir en fait notre métier d'enseignant-chercheur ou de chercheur. Alors, la liberté académique, elle consacre donc l'indépendance, c'est-à-dire la liberté d'enseignement et
de recherche dans l'exercice de ces fonctions. Donc les universitaires, les chercheurs jouissent d'une liberté d'expression spécifique qui est plus étendue que celle des autres fonctionnaires. Et on a aussi dans cette liberté académique une liberté d'expression académique qui est limitée, elle, par les principes de tolérance et d'objectivité. Et donc il faut différencier la liberté d'expression de droit commun qu'on a en tant que citoyen et la liberté d'expression académique que nous avons en tant qu'enseignants-chercheurs ou chercheurs, qui, elle, est limitée par la tolérance et l'objectivité. Alors la tolérance, ça veut dire qu'il faut tenir compte des autres lorsque on s'exprime en tant que chercheur, et l'objectivité, c'est ne pas tenir compte de soi. La portée de ces limites est évidemment différente de celles qui s'attachent aux obligations qui sont dues aux droits de la fonction publique, et en particulier la neutralité et le devoir de réserve sur lesquels je reviendrai. Je vous ai dit, la liberté académique, c'est l'exercice de nos fonctions. Ce qui veut dire en dehors de l'exercice des fonctions d'enseignement et de recherche, cette liberté académique ne se justifie plus. On va passer dans le registre de la liberté d'expression de droit commun. Et cette liberté d'expression de droit commun a ses propres limites. La protection de la vie privée, l'interdiction des injures, de la diffamation, la provocation à la haine, l'apologie du terrorisme. Il y a donc une différence à faire entre la liberté d'expression académique et la liberté d'expression de droit commun. La liberté d'expression académique, c'est une liberté de recherche, d'enseignement, d'expression qui est réservée à un statut, le nôtre, enseignant, chercheur, même étudiant. Ce n'est pas un droit humain, c'est qui serait acquis à la naissance du fait de notre qualité d'humain, c'est une liberté professionnelle. Alors que la liberté d'expression, c'est un droit humain et universel. Donc la liberté académique, il faut garder en tête, cette liberté d'expression académique, elle conditionne l'exercice du métier de chercheur. Et donc, gardez en tête que son interprétation dépend de sa finalité. À côté de ça, nous sommes aussi, la plupart d'entre nous, fonctionnaires, et donc nous avons des devoirs et des obligations attachés à notre statut de fonctionnaire et qui justifient aussi en contrepartie la protection fonctionnelle dont on pourrait bénéficier. Donc, en tant que fonctionnaire, nous sommes soumis à des obligations de déontologie, c'est-à-dire dignité, probité, intégrité, impartialité, neutralité, laïcité, etc. Je reviens sur deux points qui sont intéressants par rapport à la liberté d'expression académique et la liberté d'expression du fonctionnaire, la neutralité et le devoir de réserve. La neutralité, ici, ce n'est pas la neutralité scientifique. On n'est pas sur cette question-là. La neutralité, dans le cadre des obligations déontologiques du fonctionnaire, c'est le fait qu'on interdise aux fonctionnaires de manifester leurs opinions politiques et leurs croyances religieuses au sein du service. Le devoir de réserve, lui, interdit au sein du service toujours de tenir des propos et par extension d'avoir des comportements qui pourraient, je cite, par leur contenu ou par leur vigueur, déstabiliser l'institution, l'administration. Mais l'enseignant-chercheur ou le chercheur est un fonctionnaire particulier, parce que je l'ai dit, la liberté d'expression et de pensée fait partie de ces fonctions académiques. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont exemptés du devoir de neutralité et de réserve. De même, le principe d'indépendance qui a été reconnu constitutionnellement et qui nous place en dehors de toute hiérarchie administrative nécessite quand même ne justifie pas qu'on puisse dire absolument n'importe quoi. Il ne faut pas troubler la réputation, le fonctionnement de l'institution universitaire. Donc ce devoir de réserve et cette obligation de neutralité continuent à s'appliquer même pour les enseignants-chercheurs ou les chercheurs dans certaines situations. Par exemple, dans un contexte universitaire, il a été reconnu qu'un président d'université qui appelait à faire barrage au FN pour l'élection présidentielle de 2017 méconnaissait ses devoirs de neutralité et de réserve qui s'imposaient à eux en dehors de leurs fonctions d'enseignement et de recherche. En dehors de tout contexte académique, on ne doit pas jeter le discrédit sur l'institution universitaire.
Mais le devoir de réserve n'interdit pas, évidemment, aux universitaires de donner leur point de vue sur des réformes en cours, même lorsque ça relève d'un sujet qui est extrêmement débattu, même si ça ne relève pas de leur champ de compétences académique. Mais dans ce cas-là, il faut préciser, et je vais en venir à l'exercice de ces libertés concrètement, même si ça a déjà été dit par la conférence d'ouverture, enfin l'allocation d'ouverture, c'est-à-dire qu'on a le droit évidemment de prendre position sur un débat, mais il faut préciser à quel titre nous allons nous exprimer. Donc très rapidement, ce qui est important, en fait, c'est plutôt les bonnes pratiques. Et là, je vais m'inspirer des chartes de la parole publique qui ont été publiées par l'IRSEM et l'INRAE, qui explicite de façon très intéressante les bonnes pratiques à adopter. Donc les questions qu'il faut se poser, c'est celles qui ont été évoquées par François Gémen au tout début de ce colloque. Les bonnes pratiques, c'est plusieurs choses. Je le rappelle, c'est vérifier que le sujet de la prise de parole entre dans son domaine de compétences. C'est rappelé dans la recommandation de l'UNESCO de 1997. Préciser à son interlocuteur si l'on s'exprime en tant qu'expert, spécialiste, chercheur à titre ou à titre personnel. Parce que ça conditionne, je vous l'ai dit, l'exercice de votre liberté d'expression. Est-ce qu'elle est académique ou extra-académique, c'est-à-dire de simple citoyen de droit commun. Et ça conditionne en fait les limites de l'exercice de cette liberté. Différencier également la parole privée et celle liée à l'institution. Si l'institution apparaît, par exemple les comptes LinkedIn, alors la prise de parole est censée être professionnelle parce qu'on se rattache à une institution, on peut engager aussi cette institution et c'est parce qu'on fait référence à cette institution qu'on donne confiance aussi à ceux qui nous lisent ou nous écoutent. C'est ce que rappelle la Charte européenne de déontologie des métiers de la recherche ou l'avis du comité d'éthique du CNRS. Donc je rappelle, dans le cadre intra-académique, nous sommes soumis à des obligations de tolérance et d'objectivité. Et si c'est une expression académique, alors il y a effectivement l'intégrité scientifique à respecter, à savoir qu'on doit s'appuyer sur l'état de l'art, des connaissances scientifiques, des données disponibles et qui sont validées par nos pairs. Préciser s'il y a ou non consensus sur la question qui est débattue. Vérifier les sources d'information lorsqu'on retweet, enfin, lorsqu'on on republie finalement quelque chose qui nous paraît intéressant. C'est à nous de faire ce travail aussi de vérification des sources. En dehors du contexte académique, nous pouvons agir en tant que fonctionnaires, et dans ce cas-là, nous avons un devoir de réserve et de neutralité, et puis nous pouvons agir en tant que citoyens. Et là, on est soumis aux limites du droit commun. Dernière bonne pratique, la déontologie, déclarer ses liens et ses conflits d'intérêts par rapport au sujet abordé, et cela avant d'intervenir dans un média pour pas évidemment se faire prendre de court. Donc, mes recommandations par rapport à cette question, avec les autres déontologues donc de la fac de santé et la fac de médecine, nous avons invité la présidence à lancer une réflexion sur l'élaboration d'une charte de la parole publique pour l'université Paris-Cité, qui rappellerait les missions de diffusion de la recherche, et puis en plus ça vient dans la politique de notre université d'être inscrite dans la cité, rappeler le cadre applicable, les limites et surtout les bonnes pratiques. Et l'autre recommandation, alors pour l'instant nous n'avons pas eu de réponse par rapport à cette demande, donc je la réitère publiquement pour donner plus de poids, enfin je ne sais pas, c'est les limites. Et la deuxième recommandation, c'est la formation. La formation et notamment la formation aux médias, c'est-à-dire permettre aux enseignants-chercheurs d'avoir cette formation aux médias et cette sensibilisation à quel titre et à ces bonnes pratiques. Donc je vais m'arrêter là et comme ça je pourrai répondre et discuter aussi de ce qui a pu être dit. Merci. Alors, merci beaucoup, Anne-Theda. Je suis sûre qu'il y a plein de questions. Moi, j'en ai déjà plein, mais on va continuer donc chacune des présentations pour avoir
une vision un peu globale avant d'aborder la discussion. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Agnès Roby-Bramy, qui est donc directrice de recherche émérite à l'INSERM et membre, qui a été invitée ici, je pense à ce titre, membre de 2 comités d'éthique de la recherche, qu'on appelle aussi les CER ou les CER, dont elle va nous parler aujourd'hui. Donc de 2 comités, l'un de l'Université Paris-Cité et l'autre de Sorbonne Université. Et donc elle va nous parler de ces comités d'éthique de la recherche, une réflexion collective en tension entre principes éthiques, lettres de la loi et discipline scientifique. Merci. Alors, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à présenter le rôle des CER. Alors, les comités d'éthique de la recherche ont pour but d'examiner les protocoles pour promouvoir une recherche éthique et responsable. Alors, ils répondent à la demande des chercheurs car une validation éthique est maintenant exigée pour les publications dans de nombreuses revues et par exemple pour des fonds européens. Alors, les CER ont une réflexion éthique qui est collective, multidisciplinaire et qui s'est développée en France depuis leur création à l'initiative des chercheurs il y a une quinzaine d'années et qui est maintenant reconnue au niveau institutionnel dans la réflexion sur la recherche responsable au sein des universités. Mais ces réflexions se retrouvent actuellement en tension entre, d'une part, les principes éthiques, la lettre de la loi, et également des tensions entre les domaines épistémologiques, en particulier le domaine des SHS, où la réflexion éthique peine à se dégager de celle de la recherche biomédicale. Alors, les principes éthiques, à l'origine, sont issus de la déclaration des Inscrits en 1964, qui a été rédigée sous l'égide de l'Association médicale mondiale en réaction aux crimes des médecins nazis et à la suite de plusieurs scandales. Cette déclaration promeut l'importance primordiale du respect des participants et demande la nécessité d'obtenir le consentement informé des participants, c'est-à-dire des malades. En pratique, elle propose que tous les protocoles de recherche soient soumis à un comité. Et cette déclaration a été mise à jour progressivement en fonction des progrès médicaux et la dernière version date de 2013. Et la nécessité d'une réflexion éthique dans d'autres domaines est apparue à la suite de scandales comme le protocole de soumission à l'autorité de Milgram en 1961. Une commission a été réunie aux États-Unis pour discuter des bases de l'éthique de la recherche dans les domaines médicaux et comportementaux. Le rapport Belmont a été produit par cette commission en 1978 et il établit des principes éthiques fondamentaux de la recherche, selon aussi Childress, alors qui sont le respect de l'autonomie des personnes, ce qui impose un consentement informé à la recherche, la bénéficence et non-malfaisance des procédures, et la justice, c'est-à-dire la répartition équitable des contraintes et des bénéfices. À la suite du rapport Belmont, les USA ont établi une règle commune fédérale et créé les IRB, ou Institutional Review Board, pour examiner les projets. Alors, on peut s'accorder sur ces principes fondamentaux, mais il peut exister des conflits de valeurs entre ces principes, ce qui souligne l'intérêt d'un examen collectif approfondi, multidisciplinaire de chaque protocole. Alors, quelle est la lettre de la loi en France ? La situation française est particulière dans le monde car la recherche biomédicale a très vite été encadrée par la loi Uriès-Seruskla qui a créé les comités de protection des personnes dans la recherche biomédicale qui sont devenus les CPP et qui se limitaient au domaine de la recherche biomédicale. Et la loi Jardé, qui a été votée en 2012 mais appliquée en 2016, théoriquement devrait s'appliquer à tous les domaines. Alors, la loi Jardé distingue des recherches interventionnelles, RIPH1, typiquement ce sont les essais médicaux, des recherches interventionnelles à risque minime ou observationnelles, et des recherches qui n'impliquent pas la personne humaine ou RNIPH, car elles sont effectuées sur des dossiers médicaux. Mais il est vite apparu que de très nombreuses recherches ne pouvaient pas entrer dans le cadre des RIPH, par exemple des recherches en pédagogie, sur l'exercice professionnel, etc. Et se sont trouvées classées comme recherches n'impliquant pas la personne humaine, même si, de fait, elles impliquaient la personne humaine, puisque, par exemple,
des recherches en psychologie. Alors, devant l'impossibilité de faire évaluer les protocoles sur le plan éthique, des chercheurs se sont auto-organisés depuis les années 2010 pour créer les CER, conformément aux directives européennes, puis la fédération. Et là, je dois remercier Jacqueline Fagard de l'Université Paris-Cité, qui a été à l'origine de la création du CER à Paris-Cité, puis également à l'origine de la fédération. Alors, la fédération qui regroupe actuellement plus de 20 comités de recherche en France. Et les CER ont une reconnaissance institutionnelle de chaque université, mais ils restent hors la loi. La distinction entre les recherches relevant des CPP et des CER est compliquée. C'est une des façons pour en discuter que nous avons créé la fédération. Par exemple, le CEI de l'INSERM. Pour le CEI de l'INSERM, toutes les recherches en psychologie en général devraient être examinées par des CPP, que nous contestons en fait. Mais il reste une zone grise et la discussion pour l'orientation des protocoles entre CPP et CER est vraiment très dépendante de chaque détail des protocoles. Alors les protocoles, légalement, les protocoles de recherche doivent être soumis au RGPD, au Règlement général pour la protection des données, dès qu'il s'agit de données personnelles, c'est-à-dire très fréquemment, sauf en cas d'anonymat strict. Alors, le RGPD impose que la déléguée à la protection des données inscrive chaque traitement de données dans un registre universitaire. Et elle veille à ce que le traitement des données soit conforme à des méthodologies de référence, ce qui évite d'avoir recours à la CNIL pour chaque protocole. Alors, les examens éthiques et réglementaires de chaque protocole convergent au niveau de la lettre d'information qui doit être remise aux participants. Et il faut d'ailleurs noter que la réglementation RGPD n'est pas forcément consistante avec les recommandations éthiques qu'on pourrait donner. Par exemple, le consentement éclairé peut être remplacé par la formule de non-opposition par le RGPD. Et la lettre d'information devrait être claire et adaptée, ce qui peut entraîner elle doit porter toutes les mentions légales, ce qui peut entraîner des petites déviations. Par exemple, le droit au refus qui est fondamental, le droit au refus sans conséquence pour le participant, se trouve quelquefois mentionné à la 4e ou 5e page à la suite des mentions légales, ce qui peut être considéré comme éthiquement discutable de ne pas le dire clairement dès le début. Alors, il y a donc également des tensions entre les disciplines scientifiques. Donc historiquement, comme on a vu, l'éthique de la recherche est issue des disciplines biomédicales et donc ce qui n'est pas sans causer des tensions dans le domaine des SHS. Alors à la confluence entre l'intégrité scientifique et l'éthique, il faut assumer qu'une recherche non établie scientifiquement n'est pas éthique, car il ne faut pas faire perdre du temps et de l'énergie à des participants. Alors le problème vient du fait que pour certaines instances et certains chercheurs, la science devrait être forcément basée sur une méthodologie hypothético-déductive et que donc les recherches observationnelles qualitatives ne seraient pas scientifiques. Par contre, les sciences sociales adoptent fréquemment une méthodologie générale, grounded theory, pour laquelle il n'est pas nécessaire de faire une hypothèse a priori. Les données sont rassemblées, codées, soigneusement examinées. L'effectif des participants n'est pas fixé avant le début de la recherche, qui s'arrête à un niveau de saturation des données. Et les hypothèses se construisent progressivement au fur et à mesure de l'observation des résultats. Et les résultats ne sont pas présentés quantitativement et statistiquement, mais en tant que concept et théorie émergente. Alors, il est vrai que pour moi qui suis médecin de formation, ce type de méthodologie peut paraître un peu étrange, mais c'est faire un mauvais procès au CER de penser qu'il n'accepte pas d'examiner des recherches qualitatives, ce type de protocole. Et les CER majoritairement ont essayé de s'ouvrir progressivement aux recherches qualitatives en les évaluant, ce qui a impliqué évidemment de recruter des personnes au sein du CER, des chercheurs, des collègues, et des personnes, je dirais aussi représentatives de la société civile, de façon à pouvoir les examiner. Inversement,
certaines approches sociologiques et philosophiques apportent une critique sur le fond du fait que les règles de base de l'éthique, c'est-à-dire reposent sur des principes, les 3 principes que nous avons vus, c'est-à-dire l'éthique principiste, et pose l'idée que l'éthique devrait transcender toutes les disciplines. Par exemple, Didier Fassin s'interroge sur la légitimité de l'extension du domaine de l'éthique au-delà du domaine biomédical. Donc les disciplines scientifiques qui font appel au CER de Paris-Cité sont très diverses. Toutes sont bienvenues, mais il est clair que la motivation à demander un avis éthique dépend de l'exigence des éditeurs pour les publications dans chaque discipline. Alors, on a souvent des protocoles, par exemple, sur le langage. Nous commençons à recevoir des protocoles en économie, en géographie, en urbanisme. Nous recevons quelques dossiers de recherche en sociologie et en anthropologie quand ils sont proches de questions relatives à la santé, par exemple concernant la vie sexuelle des populations défavorisées ou l'addiction. Un des principaux reproches faits au comité d'éthique, que ce soit les CER ou les CPP ou au niveau international les IRB, porte sur un excès de formalisme et de contrôle. Par exemple, pour Sarah Corvallo, qui a écrit en 2019, les comités d'éthique déploient une éthique réglementaire qui tend à promouvoir parmi les chercheurs une conception purement instrumentale de l'éthique, perçue comme une manière de gouverner la recherche par des standards, des normes, des chartes, etc. Et les comités deviendraient une forme de bureaucratie et d'expertise normée, qui devient opposée à des démarches contemporaines, de démarches réflexives sur l'éthique, avec des publications, une réflexion en fait de l'éthique de la science, avec des publications dédiées. Par exemple aussi des démarches sur la sociologie des sciences. Et ces démarches proposent une réforme de la manière de faire science, la slow science, d'impliquer davantage les citoyens, par exemple la recherche participative, les sciences citoyennes. Et les chercheurs se réclament d'une éthique de la vertu qui devrait échapper à l'examen par les pairs. Mais il serait dommage que des tensions épistémologiques entre les comités d'éthique institutionnels et les SHS préviennent en fait des réflexions sur des situations de recherche qui sont propres aux SHS, mais pas uniquement, et qui nécessiteraient une réflexion éthique plus approfondie. En particulier, quelques exemples, la question de la qualité de l'information qui est cruciale, et qui peut être limité, en fait, pour ne pas modifier le comportement spontané des personnes que l'on veut observer, par exemple en ethnologie. Alors, le CER refuse catégoriquement que l'information soit fausse. Il s'agirait d'une méthodologie de la déception, comme Milgram qui avait présenté son protocole de soumission à l'autorité comme un protocole sur la mémoire. Mais le CER accepte que l'information soit incomplète si une information complète pourrait en fait perturber la recherche, à la condition que les participants soient informés et qu'ils puissent avoir une séance d'explication à la fin de l'expérience, enfin un débriefing, et qu'ils aient la possibilité à la suite, en ayant été informés des objectifs complets de la recherche, qu'ils aient la possibilité de confirmer ou pas leur consentement. Alors le consentement individuel écrit et signé, c'est une forme habituelle d'engagement dans notre société. On signe pour des assurances, pour toutes sortes d'engagements sociaux, mais il ne peut pas être exigé en fonction des circonstances. Par exemple, pour préserver l'anonymat de personnes fragiles. Alors on peut demander un consentement oral qui peut alors être confirmé par une tierce personne de confiance. Dans d'autres cas, pour des recherches en milieu scolaire, par exemple, le consentement des parents, peut être remplacé par une formule de non-opposition. Alors les recherches qui pratiquent une observation participante en anthropologie ou en ethnographie se prêtent mal aux critères d'information et de consentement individuel. La question est d'autant plus brûlante quand il s'agit de cultures différentes, par exemple les cultures autochtones, qui ont pu contester vigoureusement certaines recherches en ayant l'impression d'être spoliées de leur propriété intellectuelle. Mais donc, il faudrait collectivement trouver des moyens d'informer les collectivités concernées, d'avoir leur consentement, voire une participation active, ce qui appliquerait une démarche particulière
à discuter. Alors la confidentialité est toujours nécessaire, mais les moyens pour la respecter varient. Il est rare que des études puissent être strictement anonymes, par exemple sur questionnaire Internet. Le plus souvent, on a recours à une forme de pseudonymisation par codage qui doit respecter le RGPD. Mais même dans les cas d'études anonymes sur Internet, il y a des problèmes éthiques. Par exemple, la question de la gratification des participants, qui peut entraîner des effets pervers, par exemple l'exploitation de travailleurs exploités, que l'on peut appeler les forçats du clic. Alors, en conclusion, le respect de l'éthique ne peut pas devenir une procédure normée comme une autre, car chaque situation, chaque protocole présente une configuration singulière. Et il est vrai que les procédures éthiques sont issues d'un contexte biomédical, mais une réflexion incluant les SHS est nécessaire pour faire face aux questionnements scientifiques, éthiques, qui se posent dans un monde en constante évolution, comme nous l'avons vu. Merci beaucoup Agnès. Et donc je vais laisser la parole à Bruno Andreotti qui va terminer cette période de présentation avant d'aborder les questions. Donc Bruno est professeur de physique à l'université Paris-Cité et il est vice-président de l'Association pour les libertés académiques. Merci beaucoup. Donc pour aller au bout de mes conflits d'intérêts, je suis aussi membre de l'Union rationaliste sans fonction. J'appartiens à aucun syndicat, ni ne suis militant d'aucun parti. Donc, Alia, une jeune association, je vais prendre cette casquette-là de vice-président, Alia, une jeune association de promotion de la liberté académique, venue de la nécessité à la fois de l'accroissement très rapide du nombre de problèmes maintenant presque hebdomadaires, enfin plus qu'hebdomadaires, bi-hebdomadaires en ce moment, d'atteinte à la liberté académique. Et deuxièmement, de la nécessité de ne pas laisser la question de la liberté académique à des spécialistes, mais que l'ensemble de la communauté universitaire s'en saisisse. En particulier, c'est un rebond par rapport à l'exposé précédent, de sorte à ce que chaque discipline exprime ses propres problèmes. Par exemple, en sociaux ou en ethno, la question, c'est la protection des sources. Ce n'est pas une question pertinente pour moi qui suis physicien, qui travaille sur la microphysique des nuages. La protection des sources n'est pas ma question primordiale. Donc, Alia, cette association, propose une charte équilibrée entre droits et devoirs de la liberté académique à l'adoption dans les établissements universitaires. Je vous invite à la consulter en ligne. Et par ailleurs, s'intéresse beaucoup aux cas concrets, à la jurisprudence plus qu'au droit. Donc si je regarde sur 3 semaines, nous avons défendu un collègue de sciences politiques attaqué par l'IFOP pour des déclarations dans Le Monde, dans sa spécialité, la critique des sondages. 2 ans de procédure Bayon, annulation de la procédure Bayon la veille du procès, de sorte à faire dépenser les frais d'avocat, faire perdre du temps et surtout mettre en situation de quasi-dépressive quand on est attaqué comme ça pendant 2 ans pour ne pas aller au bout. Le jeune sociologue faisant son terrain en Tunisie, interrogeant les anciens révolutionnaires des printemps arabes en Tunisie sur les 10 ans passés après, quelles fonctions ils occupent, quelles sont leurs positions politiques, qui a été arrêté et mis en prison pendant 3 semaines avant que le Quai d'Orsay n'obtienne sa libération, avec toutes sortes de questions de comment est-ce qu'il faut intervenir dans l'espace public en gênant le Quai d'Orsay, est-ce qu'il faut se taire, ce qu'il faut faire dans ces circonstances. La suspension arbitraire d'un collègue en Nouvelle-Calédonie qui, à la suite d'un feu de poubelle rapidement éteint dans l'enceinte de l'université, devant le lieu d'habitation du fils de la maire de Nouvéa, anti-indépendantiste, après que 3000 jeunes Kanaks ont été arrêtés la veille,
a, dans le CA d'urgence, dit une chose très simple sur la spirale répression émeute, et qu'il fallait la juguler, et il a été suspendu sans aucune procédure collégiale. J'ai fouillé, je n'ai pas retrouvé d'historique de ça, de procédure à ce point arbitraire depuis la guerre d'Algérie, depuis le manifeste des 121. Hier, murage de l'INRAE par la FNSEA. Donc ça, c'est 4 semaines de la vie de l'association. Donc j'enlève ma casquette à l'IA, c'est pour dire pourquoi la jurisprudence importe, et pas seulement le droit dedans. Donc ce dont je voudrais parler, c'est la liberté académique au singulier, et pas les libertés universitaires au pluriel. La distinction entre les deux, c'est que, moi je mets même un grand L à liberté académique. Il y en a une qui est principielle, en évolution constante, dont la communauté doit se saisir en permanence, et l'autre qui est sa déclinaison momentanée dans le droit, dans des normes, dans des procédures, dans des mœurs y compris, mais qui est le droit qui s'applique en ce moment. Donc ça m'intéresse plus le principe, puisque la liberté académique n'appartenant pas à notre histoire, et je vais l'évoquer dans un instant, eh bien, il nous appartient de la définir maintenant que c'est devenu omniprésent dans l'espace public. Je pense qu'on ne parlait, hormis Olivier Beau, on ne parlait pas de liberté académique il y a 2 ans en France, et c'est devenu un sujet permanent, aussi bien du monde politicien que des syndicats, que de la communauté elle-même. La liberté académique au singulier est l'articulation d'un principe fondateur de l'université moderne, qui est le principe d'autonomie des universitaires et des chercheurs vis-à-vis de toutes les formes de pouvoir qui se déclinent par ordre d'importance historique, religieuse, mais les hétéronomies religieuses existent dans le monde et bride l'expression des universitaires, l'autonomie vis-à-vis de la sphère politique, du pouvoir politique, et l'autonomie vis-à-vis des pouvoirs financiers, qui est une question économique, qui est une question éminemment contemporaine. Ce principe d'autonomie appelle une réflexion historique pour savoir de quoi on parle. Le point clé de la lecture de l'histoire de l'université, c'est qu'il n'y a jamais eu d'âge d'or de l'université. Il y a une tension permanente entre les pouvoirs et le monde universitaire, et cette tension, eh bien, tantôt elle est un peu favorable à la liberté, tantôt elle l'est moins, et ça se resserre, mais l'université, jusqu'à ce jour, n'a jamais été que sous l'aile du prince, si je puis dire. Et c'est cette position très bizarre d'être protégé par le prince et en même temps dans une relation de tension que je vais essayer de raconter brièvement. On peut faire remonter l'université moderne à plusieurs points de départ. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. 1229, à Paris, il y a une bagarre de taverne, je pense, à quelques centaines de mètres d'ici, sur cette île. Et la troupe intervient, tue un étudiant, et le corps enseignant se met en grève, cessatio, qui n'est pas un droit à l'époque. Et ils partent de Paris, peregrinatio, qui est la pratique à l'époque des formes de l'université. Pendant 2 ans, les groupes parisiens errent. Il y en a qui s'arrêtent dans un village. Ils fondent une université locale. Le village s'appelle Oxford. Et ça crée Oxford. Il y en a d'autres qui vont en Italie. Enfin, ça. Et l'absence de la nécessité de former les cadres du clergé conduit à la bulle pontificale de Grégoire IX, 1231, Parens Scientiarum, l'université mère des sciences, qui accorde indépendance et autogouvernement à l'université de Paris.
Et donc, c'est la fondation des franchises universitaires, et en particulier l'interdiction faite de rentrer dans les locaux universitaires au pouvoir de police. Donc, ce principe millénaire a résisté aux pires aberrations religieuses jusqu'à ce jour. Donc, nous sommes héritiers de ça. Et puis, il y a une seconde histoire, c'est que nous n'avons pas été, je dis nous ici, nous n'avons pas été du bon côté du schisme religieux entre catholicisme et protestantisme. Et le protestantisme a fait naître l'université moderne à la suite des grandes révolutions de la fin du XVIIIe. Et l'université de Berlin, fondée par von Humboldt, a fondé le concept d'université avec un grand U, c'est l'université humboldtienne, fondée sur le principe d'autonomie des universitaires, et cette séparation comme idéal régulateur, c'est-à-dire quelque chose qui n'est jamais réalisé, mais qui est ce qu'il nous faut défendre dans la tension entre les pouvoirs et nous-mêmes, cet idéal régulateur d'autonomie vis-à-vis des trois sphères de pouvoir économique, politique, religieuse. L'université humboldtienne n'a jamais existé en France à ce jour. Nous vivons encore dans l'héritage napoléonien, c'est-à-dire vraiment l'anti-modèle humboldtien, avec son principe de le lycée avec un grand L et le grand principe napoléonien. L'université a été supprimée. De toute façon, elle ne fonctionnait pas. Elle était complètement sclérosée en France. L'absentéisme, l'absence... Enfin, on se plaignait à la fin du XVIIIe d'absolument tous les maux dont on se plaint aujourd'hui à l'université. Elle a été supprimée à la suite de la Révolution, puis recréée, mais sans jamais qu'on ait cette aspiration. On vit dans un monde dans lequel les universités sont dans les centres métropolitains, et en particulier à Paris, qui a un tiers des étudiants en France, la moitié de la production scientifique. Enfin, on vit dans une concentration de pouvoir qui est héritière de... Et donc, une des aspirations, c'est que promouvoir la liberté académique, c'est promouvoir enfin un modèle humboldtien adapté au XXIe siècle, ici. Donc, c'est dire à quel point ce n'est pas l'état du droit qui m'importe, mais promouvoir cet idéal qui fait qu'en pratique, nos collègues allemands ont des sociétés savantes excessivement puissantes en physique. Tous les enseignants de collège, de lycée, les universités appartiennent à la même société savante, et par-delà leur choix partisan, défendent une vision. Et l'université française a ceci de particulier que, n'ayant jamais été humboldtienne, elle reproduit en son sein les clivages partisans. Et c'est absolument désastreux pour nous. De ces fondations historiques, il nous faut arriver à maintenant. Et donc, il y a la liberté académique et un principe libéral, enfin un principe attaché à la vision du libéralisme politique. C'est une vision démocrate, on pourrait dire, de l'autre côté, mais il y a deux visions qui sont un petit peu différentes et qui appartiennent à la philosophie libérale, les deux. La première, c'est ce qu'on appelle une liberté négative. Négative n'est pas négatif au sens commun. Une liberté négative, c'est que c'est une protection en cas d'attaque. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'atteintes à la liberté académique. C'est ce dont j'ai parlé en préambule. On peut en lister la typologie en ce moment de ces atteintes, et on accorde des droits collectifs à notre profession, de sorte à pouvoir se défendre de ces attaques. Donc il faudrait avoir un meilleur droit pour les procédures bâillons, puisque la procédure est automatique pour les procédures bâillons. On ne peut pas échapper aux 2 ans de dépression à avoir à payer un avocat
quand on a une procédure pour diffamation. C'est un gros problème, on n'a pas le... Donc, voilà, donc ça, c'est la conception de liberté négative, répondre aux menaces. Il y a une conception qui est la liberté positive. La liberté positive, c'est le droit effectif à quelque chose. Je vais prendre un exemple extrême qui va vous parler. La liberté négative de voyager en avion, c'est le droit, si on a l'argent, d'acheter un billet d'avion. On a le droit, dans notre droit, d'acheter un billet d'avion. La liberté positive de voyager, c'est que chaque citoyen puisse avoir le droit de voyager. Il y a des gens qui défendent qu'on ait droit à 4 voyages dans sa vie en avion, de sorte à juguler le réchauffement climatique. On voit donc que les deux points ne sont pas du tout la même chose. Pour les universitaires, la liberté positive, c'est, par exemple, avoir les moyens d'exercer son métier, chose qu'on n'a pas. En sciences de la nature expérimentale, ma science, si je n'ai pas de contrat, je n'exerce pas mon métier. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne me donne pas les moyens d'exercer mon métier. Donc, promouvoir la liberté positive, c'est promouvoir les moyens effectifs d'atteindre ce point d'autonomie vis-à-vis des pouvoirs. Les limites de la liberté, elles ont été largement décrites avant et je n'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est d'un côté, le droit commun, c'est une évidence, et de l'autre, intégrité, éthique, déontologie, responsabilité. Donc moi, je mets un concept différent sous chacun de ces mots. Je ne sais pas si c'est partagé, ça n'a pas grand intérêt, ces débats sémantiques, mais enfin, allons-y. L'intégrité, c'est le fait de faire bien sa bibliographie chez nous, faire bien l'état de l'art, avoir une critique rationnelle de l'état de l'art, pas truander ses données, donner accès à ces données. Donc c'est une pratique. L'éthique, c'est à l'intérieur de l'université, ses doctorants, les mettre parmi les auteurs des articles, ne pas avoir d'attitude sexiste, ne pas pratiquer le harcèlement sur ses étudiants, etc. La déontologie, c'est ce qui concerne l'extérieur de l'université, c'est-à-dire les implications éthiques, morales de ce que produit, ce qu'on fait à l'extérieur du cadre universitaire. La responsabilité, c'est un concept flou, mais je l'aime beaucoup, parce qu'il est vide en ce moment, donc il s'agit de le remplir, mais je pense que nous avons une responsabilité collective devant la société, un pacte à passer avec la société, qui m'apparaît très important, de sorte à ce que nous ayons un jour une université humboldtienne ou néo-humboldtienne en France, qui implique de quitter l'aile du prince pour passer un pacte avec la société, de sorte à ce que ce pacte renouvelé nous engage dans une forme démocratique d'université qui n'a jamais existé historiquement, mais que j'appelle de mes voeux, disons. Les menaces, ça revient à lister les formes d'hétéronomie, donc j'en ai donné 5 en préambule. Parmi les menaces, je vais en mettre une de plus, c'est donc en plus à l'étranger des mouvements religieux, mais en France aussi, il y a avant-hier, nous avons quand même eu les victoires de groupes de pression de l'environnement de M. Zemmour, enfin le Zemmour qui n'est pas notre collègue qu'on voit, pour obtenir le retrait de l'éducation à la sexualité à l'école. Donc même les mouvements religieux existent ici. Donc, en dehors des pressions politiques extérieures, des mouvements religieux, des mouvements agro-industriels qui veulent déréguler
les pratiques agro-industrielles, il me semble que dans la relation à l'espace public, il y a quelque chose qui nous touche et qui a à voir avec ce dont on discute ici. C'est d'une part, dans l'expression publique, nous avons, à chaque fois que des collègues, le professeur Raoult par exemple, a eu une expression publique qui ne coïncide pas avec l'état de l'art de la science, nous avons eu, nous, une double peine que ça incite les institutions à réagir en bridant le droit à l'expression publique des chercheurs et des universitaires qui, eux, se tiennent dans un cadre éthique assez rigoureux. Donc cette double peine, elle m'embarrasse, et en particulier, il y a une promotion en ce moment, beaucoup des Science Media Centers, c'est-à-dire d'institutions de communication entre les chercheurs et l'espace public qui parleraient en notre nom avec une interface. Ça, je pense que c'est excessivement dangereux, et je pense qu'il nous appartient de défendre dans ce contexte le journalisme scientifique. Donc je suis en désaccord en grande partie avec ce qu'a dit notre collègue François Gémen ce matin sur l'expression directe des chercheurs. Moi, je promeus le journalisme scientifique comme un métier spécifique qui évite les débordements, qui a accès à plein de sources, qui vérifie ces informations. Et je pense que aider les journalistes scientifiques aujourd'hui, c'est nous débarrasser de cette double peine des gens qui s'expriment à tort et à travers dans les médias pour ne rien dire. Une autre menace, c'est ce que j'appelle free speech. Free speech, j'utilise le mot en anglais, c'est-à-dire le monde libertarien états-unien a réclamé le droit sur les campus d'avoir des personnes qui ne sont pas universitaires qui viennent exprimer sur les campus n'importe quoi. Enfin, l'expression du racisme le plus débridé, des choses radicalement fausses du point de vue scientifique, au nom de la liberté d'expression. Donc, il y a un retournement de nos concepts, un retournement du mot autonomie pour en faire quelque chose d'autre que l'autonomie dont je parle, un retournement de la liberté d'expression pour en faire quelque chose d'autre que ce dont je parle. Et donc, il y a, en plus d'avoir à participer à cette défense de la tension dans les rapports entre le monde académique et le monde et les pouvoirs, une défense de nos mots à assurer qui me semble importante. Merci.